l'approbation. Bonjour, Jean. Avant de commencer, j'ai quelques petits conseils que ça veut dire. Donc, vous allez faire une présentation de 20 minutes dans le jeu. Et j'ai 4 cartons devant moi qui indiquent combien de temps il reste dans la présentation. J'ai un carton pour 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 3 minutes. Pendant les 10 dernières secondes de la présentation, je vais utiliser les doigts. Et après ça, je vais arrêter ici. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 5 minutes avec les juges. Dernièrement, je vais vous rappeler de ne jamais mentionner le nom de l'école dans vos présentations. On va commencer avec les juges qui vont se présenter, et ensuite, c'est ça. D'abord, bienvenue. Soyez à l'aise, souriez, laissez-vous aller. C'est un beau moment pour vous. Alors, donnez le meilleur de vous-même. Yves Groslot de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Simon Charlebois. Moi, je suis directeur d'un organisme qui s'appelle les services sans ici. On gère 3 fonds d'investissement. Bonjour, moi c'est Valérie Gauthier, je travaille pour le site Word. C'est un organisme fédéral qui fait du financement à la commercialisation. Bonjour, Paul Grégoire, directeur de portefeuille chez Investissement Québec. Je suis dans le financement aux entreprises depuis 25 ans. Bonjour. En tant qu'ange financier, vous savez qu'il est important de bien identifier les opportunités d'investissement. Vous savez aussi qu'il est important de s'assurer que ces opportunités d'investissement en sont bien une. Effectivement, il y a des risques reliés à ces opportunités et parfois même, ils dépassent les opportunités que ces investissements pourraient créer. C'est pourquoi mon équipe, Jean-Félix Belleville, Jonathan Lachêne et moi-même, Marie-Ève Durette, sommes ici aujourd'hui. Donc, notre mandat était de vous conseiller concernant la question, concernant l'investissement possible dans l'entreprise Alimer Inc. à l'aide d'une analyse de risque. Dans le cadre de notre mandat aujourd'hui, nous avons identifié les risques exogènes autant que les risques exogènes, ce qui nous a permis de vous émettre une recommandation. Par contre, il fallait aussi comprendre dans le contexte dans lequel l'entreprise Alimer Inc. évoluait afin de vous donner une recommandation fondée sur plus que seulement des risques. Du côté du contexte, nous avons décomposé ce contexte de 3 façons. Nous allons commencer avec le contexte économique. Donc, les perspectives de croissance du PIB sont bonnes, donc 2,3% en 2013 et 2,6% en 2014. Le taux sans risque pour un an est de 1,01%. Le taux d'inflation, par contre, est à 1,5%, ce qui est en deçà de la cible de la Banque du Canada, qui est de 2%. Donc, ce qui nous permet de croire que les taux d'intérêt pourraient demeurer stables, donc à un niveau assez bas pour les prochaines années. Donc, ce qui fait en sorte que l'économie en ce moment propose un contexte favorable aux projets d'investissement en général. Du côté de l'industrie, il y a plusieurs barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants dans cette industrie. Notamment, c'est une industrie qui est très réglementée. Donc, il est nécessaire de parfois payer pour obtenir des règlements, des brevets, comme par exemple la certification HCPP, pardonnez-moi. Donc, aussi, il est important de faire de la recherche et développement parce que c'est une industrie qui est en constant renouvellement. Donc, les consommateurs recherchent des nouveaux produits. Donc, ce qui prend un capital assez élevé. Du côté des produits substituts, on voit qu'il y a plusieurs nouveaux entrants, donc plusieurs petites entreprises qui commencent à créer des produits maison. Donc, ce qui vient faire compétition aux produits déjà établis sur le marché. De plus, on voit aussi plusieurs entreprises qui commencent à importer des nouvelles espèces. Donc, pour les consommateurs qui recherchent des espèces un peu plus rares, un peu plus recherchées, cela peut créer des produits substituts, donc plus en demande que le produit que Alimer produit en ce moment. Aussi, on voit de plus en plus que les consommateurs recherchent des entreprises éco-responsables et qui démontrent une image santé, donc qui s'occupent du développement durable. C'est pourquoi aussi il est important de s'assurer que toutes les pratiques des entreprises dans cette industrie sont conformes aux pratiques de développement durable. Du côté de la compagnie, nous avons analysé le rendement des fonds propres que nous avons décomposé en 3 ratios. La marge nette a diminué entre 2010 et 2012. C'est principalement dû à une augmentation du coût des marchandises vendues. Donc, effectivement, les ventes ont augmenté entre 2010 et 2012. Par contre, le bénéfice net n'a pas augmenté de la même façon. Donc, ce qui pourrait nous porter à croire soit que l'entreprise paie plus cher pour ses produits ou qu'elle gère moins bien ses produits vendus.
Du côté du taux de rotation des actifs, donc qui démontre la capacité d'une entreprise à gérer ses actifs de façon efficace, celui-ci a encore une fois diminué. Donc, on peut voir que l'entreprise investit en actifs, en immobilisation, par contre, ne dégage pas nécessairement les ventes requises pour ces investissements. Du côté du levier financier, donc qui est calculé par l'actif total sur les capitaux propres, on peut voir une variation entre 2010 et 2012. Le ratio nous indique que l'entreprise au bilan est financée plus par la dette, principalement à court terme. Ces trois ratios multipliés ensemble nous permettent de calculer le rendement sur les fonds propres. Donc, on peut voir encore là qu'il y a eu une diminution entre 2010 et 2012. C'est principalement dû aux diminutions dans la marge nette et dans le taux de rotation des actifs. Par contre, il se situe à un niveau assez élevé. Donc, on peut croire que l'entreprise pourrait créer de la richesse pour ses actionnaires dans le futur. Par contre, en raison de la baisse, on peut se permettre d'en douter. En conclusion, le contexte économique en ce moment est propice à des projets d'investissement. Par contre, l'industrie est compétitive due en raison principalement aux nouveaux entrants, donc à l'importation et aux nouveaux produits maison, et aussi à la réglementation importante dans cette industrie. Du côté de la compagnie, on peut voir que le rendement des fonds propres est en baisse, donc ce qui peut nous permettre de douter de la capacité de l'entreprise à générer de la richesse. Mes collègues vont maintenant poursuivre avec l'analyse. Merci Maria. Tout d'abord, avant de vous présenter notre analyse de risque que nous avons faite, on a cru bon d'identifier Mme Bourgault, la dirigeante de Alimer, puisque c'est une partie très importante dans l'entreprise. Tout d'abord, on sait que Mme Bourgault possède d'excellentes connaissances techniques. Elle possède un MBA et elle possède un titre d'ingénieur industriel. De plus, on sait que l'entreprise, grâce à elle, bénéficie de nombreux contrats. Donc, on sait que c'est une partie importante de l'entreprise. Ensuite, on a identifié certains critères que nous jugeons importants pour vous en tant qu'ange financier de réaliser, à savoir si vous devriez investir dans la compagnie Alimer. Ces critères sont d'avoir un niveau de risque acceptable en fonction du niveau de rendement que vous espérez avoir avec cet investissement. De plus, ça serait de s'assurer que Alimer est géré d'une façon efficace par Mme Bourgault, ça maintenant et aussi pour les prochaines années, du moins pour la période d'investissement que vous désirez faire. Un autre critère important, ça serait d'avoir un rendement intéressant, évidemment, au cours de la période d'investissement que vous souhaitez. On a utilisé comme comparable pour la compagnie Alimer comme le groupe témoin du secteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une vision qui était plus comparable par rapport aux risques opérationnels que ceux-ci avaient. On avait aussi comme possibilité d'utiliser un groupe témoin d'âge. Toutefois, nous trouvions que c'était inapproprié d'utiliser cela puisqu'il comportait plusieurs compagnies, des compagnies de plusieurs secteurs, pas tous en lien évidemment avec le secteur de l'alimentation. Ainsi, on va débuter maintenant notre analyse de risque. On a commencé par les risques exogènes, c'est-à-dire les risques que la compagnie ne peut pas contrôler. C'est les risques associés au marché dans lesquels elle est. On a identifié ici les principaux. C'est pourquoi l'on voit qu'ils ont tous une probabilité élevée de se produire, du moins d'affecter la rentabilité de notre entreprise. Le premier risque, ça serait... il y a des craintes qui ont débuté récemment par rapport aux organismes génétiquement modifiés, que ces craintes du marché auraient pour impact de diminuer la demande de notre entreprise. Un autre risque, ça pourrait être la préoccupation de la pêche durable. En fait, le marché s'attend à des mesures plus écologiques des compagnies œuvrant dans cette industrie-là. Encore une fois, ce risque aurait pour impact de diminuer la demande de notre industrie. Un autre risque, ça serait une importation. Il y a une possibilité de croire qu'il y aurait une augmentation des importations de nouveaux produits vers le Canada, des produits substituts aux nôtres. Donc ça ferait diminuer nos parts de marché et augmenter la demande pour les consommateurs. Un autre risque important qu'on a identifié, ce serait la réglementation accrue de la pêche qui est en hausse. Ça aussi, en fait, ça pourrait faire en sorte de diminuer nos apports de matières premières, ce avec quoi nous concevons nos produits.
tous ces risques-là, en fait, auraient pour impact de diminuer les ventes de l'entreprise. Donc, c'est des risques, comme je disais, que l'entreprise ne peut pas contrôler. Toutefois, si jamais ils se réalisent, ça aurait un impact important sur l'entreprise, donc diminution des ventes. Mon collègue va maintenant poursuivre avec les risques endogènes. Merci, Jonathan. Donc, nous avons ciblé certains groupes de risques endogènes, donc des risques que l'entreprise cible, une entreprise dans laquelle vous désirez avoir une recommandation quant à l'investissement, pourrait avoir un contrôle ou un certain contrôle sur chacun de ces risques qui vont être proposés dans la prochaine section. Donc, débutons avec l'incertitude stratégique. Donc, Mme Bourgault avait pour but et avait décidé de refaire un nouveau plan stratégique. Et c'est bien, il y a certains points positifs avec ça, mais il y a un risque majeur qui en découle. Donc, les modifications au plan stratégique ne sont pas véhiculées tout au long de la hiérarchie au sein de l'entreprise. Donc, ça crée ainsi des problèmes de communication, crée des problèmes de logistique et les employés de la production ainsi que les employés au sein du département de finances, par exemple, n'ont pas idée de la stratégie de Mme Bourgault et cela fait en sorte d'avoir une confusion et parfois même certaines réticences et une création de tensions chez les employés de l'entreprise. Au niveau des ressources humaines aussi, il y a de nombreux défis qui sont présents dans l'entreprise cible. Il y a aussi bien sûr le manque de communication et le manque de relève. Donc l'âge des employés au sein de l'entreprise est assez élevé et donc les départs à la retraite chez les 3 surintendants de l'usine de production n'ont pas été remplacés lors de la dernière année. Deux de ceux-ci sont partis volontairement et aucun n'a été remplacé. Donc on voit qu'il y a un problème de relève et ça pourrait augmenter vu l'âge de la majorité des employés de l'entreprise. Ceci entraîne un risque de baisse de productivité, car comme le savoir fuit l'entreprise et ne peut être récupéré, il y a certainement un risque de baisse de productivité à assez court terme. On peut même envisager ça. Pour le prochain risque, on pourrait parler aussi des technologies de l'information. Les technologies de l'information ne sont pas tout le temps parfaitement maîtrisées par tous les employés de l'entreprise. Et ceci entraîne certains retards dans la production et dans la livraison. Et de plus, ça pourrait entraîner des pertes de contrat dues au retard, mais le problème là-dedans, c'est le laisser-aller de Mme Bourgault et des 4 gestionnaires en place à ce niveau-ci. Donc, il y a eu peu d'actions qui ont été prises afin de régler ces problèmes-là, sur lesquels elle peut avoir un certain contrôle en appliquant des politiques pour régler ces problèmes-là. Et il y a aussi un autre risque qui pourrait être au niveau des agents commerciaux. Donc, les clients et les fournisseurs sont assez concentrés. Donc, les clients, 70% des clients des ventes sont réalisées chez 3 clients principaux. Et donc, un problème de crédit, un changement des désirs de ce client-là pourrait entraîner une diminution marquée des ventes chez l'entreprise. Et donc, ça fait un risque autant de crédit quand si elle fait faillite, il y aura un problème, mais aussi il pourrait y avoir une fuite d'un client et donc il y aura une diminution importante des ventes. Au niveau des fournisseurs, c'est le même problème. Il y a une concentration assez marquée. Et le problème qui est encore plus grave à ce niveau-là, c'est qu'il y a une limite au niveau de la quantité à commander chez chacun des fournisseurs, chez les fournisseurs principaux, vu la compétition. Donc, les plus gros marchands d'alimentation viennent accaparer les mêmes fournisseurs que nous. Et comme ils ont un plus grand pouvoir de négociation, bien, les fournisseurs préfèrent vendre à ces derniers au lieu de l'entreprise. Donc, il y a une limite quant à la possibilité de croissance des quantités des matières premières. Et aussi au niveau de l'analyse de la performance, donc Mme Bourgault n'a pas d'idée, n'a pas de système établi clair au niveau de l'analyse de la performance. Donc il n'y a pas d'outil de gestion en place qui est standardisé ou très peu. Et aussi au niveau des coûts unitaires, il y a très peu d'informations, donc on ne sait pas sur chacun des produits quel est le coût unitaire de ces derniers. Donc la fixation des prix n'est pas faite sur le coût de production, mais bien sur les prix au marché, et donc ça pourrait entraîner des mauvaises prises de décision. Alors, on pourrait penser à l'intérieur de l'entreprise que le produit est rentable, alors que c'est le contraire, on produit à trop fort coût et les prix sont trop bas. Donc ça n'entraîne pas de rentabilité. De plus, au niveau du projet d'expansion que Mme Bourgault envisage de vouloir financer par de la dette et des fonds propres, on pourrait voir que Mme Bourgault, le projet en question pourrait entraîner une augmentation de tous les risques, car ça vient augmenter la capacité, le désir de production, ainsi que l'étendue géographique dans laquelle elle voudrait vendre les produits. Donc, il n'y a pas aussi de comparaison. La comparaison de l'espace de vente n'est pas très bonne. On sait que Mme Bourgault a fait
fait tester ses produits dans un restaurant. Par contre, le problème, c'est que des conserves achetées en épicerie et un mets mangé chaud dans un restaurant, l'expérience client n'est vraiment pas la même. Donc, on voit que c'est une comparaison qui est assez boiteuse et sur laquelle on ne pourra pas en tirer d'analyse vraiment poussée et intéressante. Donc, aussi, la rentabilité anticipée est faite sur des données préliminaires, non des données concrètes, et c'est pour cela qu'il n'y a aucune certitude quant à la rentabilité du projet et elle s'entraîne une incertitude qui fait augmenter le risque endogène global. Les risques endogènes globaux. Donc, c'est ça, un bref résumé des risques endogènes. Par contre, ce qu'il faut retenir de ces derniers, c'est qu'il y a il n'y a pas un haut niveau de contrôle qui est exercé sur ces derniers et qu'au global, les 6 combinés entraînent simplement une diminution de la croissance des ventes et voire même une diminution marquée des ventes chez l'entreprise cible. Donc, ça peut entraîner certains risques qu'elle devrait contrôler de façon plus efficace. Ainsi, suite à l'analyse des risques que nous avons présentés, on est en mesure de vous recommander de ne pas investir dans l'entreprise Alimer Inc. Cette recommandation, en fait, est basée sur les critères que nous avons présentés au début de notre présentation, nous voulions, par exemple, un niveau de risque acceptable. On vous a démontré qu'il y avait des niveaux de risque soit exogènes ou endogènes importants. Et de plus, nous avons démontré que le risque interne, endogène, était très peu contrôlé par Mme Bourgault. Ainsi donc, nous jugeons que le risque, peu importe le rendement que vous demandiez sur votre investissement, était supérieur, était à un niveau trop élevé. De plus, on voulait une qualité de gestion pour le présent et pour l'avenir, une qualité de gestion adéquate. Bien, on vous a démontré qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a un manque de communication entre Mme Bourgault et ses employés. De plus, il y a un manque de contrôle. Par exemple, l'exemple du projet d'investissement qu'elle souhaite réaliser est un exemple clair, en fait. On voit qu'elle n'a pas d'analyse de projet, d'analyse de rentabilité des projets qu'elle souhaite réaliser. De plus, elle n'a aussi aucune idée des rendements de chaque produit, le rendement que chaque produit dans son entreprise lui apporte. Elle a une idée évidemment globale des revenus de l'entreprise, toutefois pas de façon indépendante à chaque produit. Nous voulions aussi un rendement intéressant. Toutefois, on note qu'il y a un avenir financier incertain et ça principalement dû aux interrogations qu'il y a sur le projet d'expansion. On sait, madame, n'est pas certaine d'avoir le financement requis pour le projet d'expansion. De plus, on sait aussi que la production est à un niveau de 100% présentement. Donc, si elle se trouve dans une position ayant une incapacité de financement, eh bien, on sait que les croissances futures de l'entreprise sont à un niveau assez faible, voire même nul. Donc, pour que vous décidiez d'investir dans Alimer Inc., il y aurait certaines conditions que Mme Bourgault devrait s'engager à respecter. Entre autres, elle devrait s'engager à procéder à des analyses de projets d'investissement. Parce que c'est bien beau décider de prendre de l'expansion, donc de croître ses ventes. Par contre, si on n'a pas fait d'études de marché, si on n'a pas fait d'études de faisabilité, est-ce que notre produit va vraiment fonctionner? Il y a 50% du chiffre d'affaires en ce moment de Alimer qui est dû aux ventes de projets nouveaux, de projets innovateurs. Par contre, on voit que dans le secteur, c'est 33%. Donc, c'est bien beau l'innovation, mais il faudrait peut-être qu'elle se concentre aussi sur les produits qu'elle a en ce moment. Il faudrait aussi qu'elle implante un conseil d'administration. Parce que Mme Bourgault, en ce moment, a de la difficulté à communiquer avec ses employés. Donc, le conseil d'administration pourrait être pour une période limitée si jamais elle n'aime pas partager la gestion. Par contre, on croit vraiment que ça pourrait aider pour l'ambiance interne dans l'entreprise, entre autres. Note aussi, il faudrait qu'elle augmente la recherche d'informations commerciales dans son domaine. Donc, c'est un domaine qui n'a pas de brevet. Donc, la plupart des entreprises ont des recettes simples, faciles à copier. Par contre, ce serait peut-être bien de voir aussi qu'est-ce qui se fait dans d'autres entreprises qui pourraient la différencier, donc d'autres entreprises du secteur et qui pourraient faire en sorte que les consommateurs iraient plus vers son entreprise au lieu d'aller vers les nouveaux entrants, par exemple l'importation. En somme, vous nous avez demandé des conseils concernant l'investissement dans Alimer Incorporé. Nous avons fait une analyse des risques, donc endogènes et exogènes, afin de voir si vraiment c'était une bonne opportunité d'investissement pour votre profil d'investisseur. Nous avons fait une recommandation prudente, donc c'est-à-dire de ne pas investir en ce moment dans Alimer Inc. Merci.
juste pour bien saisir un peu la recommandation, c'est de ne pas investir ou c'est d'investir conditionnellement à vos critères finalement, juste finalement dans un retour finalement auprès du promoteur? Nous croyons que les risques en ce moment sont beaucoup trop élevés par rapport à l'investissement, au rendement que vous pourriez obtenir. Par contre, si vous voulez vraiment investir dans une entreprise et qu'Alimer est votre coup de cœur, vous pourriez demander ces conditions. Par contre, on ne croit pas que ça compléterait, que ça pondérait complètement les risques. On ne peut pas créer de faux espoirs. Exactement. Si jamais on voulait envisager ça, est-ce que vous avez une idée un peu de quelle valeur pourrait avoir notre apport financier au niveau de l'entreprise finalement? Le 300 000 montant qui serait investi, ça vaudrait combien finalement dans l'entreprise? Est-ce que vous avez regardé ces éléments-là? En fait, le 300 000 investi aurait certainement une valeur inférieure à ce moment-ci, compte tenu du risque financier et opérationnel que comporte Alimer actuellement. Donc, on ne peut pas préciser la valeur, mais on peut assurer que ça serait une valeur moindre. La valeur de sortie serait moindre. Oui. Alors, si je suis un investisseur en capital de risque, j'imagine que pour un ROA de 29% avec le rendement des comparables qui est autour de 11-12%, ça me convient. Ça, comme genre de rendement pour un investisseur en capital de risque, il me semble que c'est attrayant. Alors, quel est le rendement minimum que je devrais m'attendre en tant qu'investisseur dans une société de capital de risque? Et ce pourcentage-là, le rendement que je m'attends, on va le déterminer de quelle manière à votre avis? Avez-vous des techniques à me proposer pour évaluer comment je pourrais déterminer le rendement exigible sur mon investissement en tant qu'investisseur en capital de risque? En fait, au niveau du 29% pour le rendement à l'équité, c'est un rendement qui est purement comptable. Donc, la valeur de l'équité et la valeur de la dette ne sont pas marchandes actuellement. Comme ce n'est pas une société publique, on n'avait aucune information au niveau de la valeur marchande de l'actionnariat. Donc, ça fait rien changer rondement la valeur ou le rendement exigé. Donc, le 29% n'était probablement pas réel en termes marchands. Et pour la deuxième partie de votre question, on pourrait pondérer le risque en tenant compte, par exemple, des comparables, si on avait les bêtas des comparables pour le risque systématique, ou on pourrait aussi utiliser, par exemple, des rendements boursiers d'entreprises alimentaires de jeunes en croissance et voir les rendements offerts par ces derniers et compte tenu du risque opérationnel et de la structure de capital des entreprises, en pondérant avec le bêta opérationnel, on pourrait arriver à trouver une mesure de risque qui est adéquate. Je peux vous challenger encore sur cet élément-là, compte tenu que 99,8% des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont 500 employés et moins, comment peut-on arriver à une solution si je veux investir moi, dans une entreprise privée? On pourrait l'évaluer de quelle manière, ce fameux rendement-là? Bien, on pourrait l'évaluer avec des modèles financiers comme le modèle d'évaluation des actifs financiers. Bien sûr, ça prendrait le bêta, comme on le dit. Et c'est en utilisant des comparables qui sont, eux, cotés en bourse que vous pourriez les appliquer à votre entreprise et bien sûr en utilisant la structure de capital. Okay. Avec le CAPM, est-ce qu'on le présenterait comme tel? Vous apporteriez des modifications compte tenu du contexte de l'entreprise? Quel genre de modifications vous pourriez suggérer pour l'évaluer? C'est certain qu'il y aurait des ajustements par rapport au risque, compte tenu du fait que c'est une entreprise de petite taille qui est en phase de croissance et en recherche d'innovation constante, donc ça augmente le risque opérationnel. Et aussi, on pourrait donc de cette façon-là avoir un rendement qui serait adéquat. Je savais, vous répondez. Oui, en fait, quel genre d'outils de gestion vous pourriez recommander à la présidente pour qu'elle soit capable d'innover adéquatement? Entre autres, elle pourrait mettre en place un plan de relève, parce qu'en ce moment, elle est seule à diriger son entreprise et elle n'a pas personne pour prendre sa relève. Aussi, elle préfère un plan de communication mieux établi. Donc, c'est important dans une entreprise de s'assurer que tous les employés soient heureux. Et en ce moment, il y a des plaintes concernant le fait que, justement, elles ne communiquent pas assez avec eux et que leur avis n'est pas assez pris en compte. Donc, ce serait de faire un plan de communication plus détaillé. Peut-être aussi un tableau de bord formel avec des indicateurs de performance. Ça aiderait grandement à augmenter la... Quels indicateurs vous privilégieriez? Quelques-uns. Un ou deux. Bien, en fait, vous auriez pu utiliser au niveau du niveau opérationnel le prix de revient de chacun des produits offerts. Ou bien, en fait, vous auriez pu aussi, bien sûr, utiliser la marge brute comme étant un bon indicateur au niveau des coûts de marchandises vendues, par exemple. Advenant qu'on a investi quand même dans l'entreprise,
ça serait quel poste que vous engageriez en premier et pourquoi? Advenant qu'on investit 300 000 dans l'entreprise, quelle entreprise elle aurait besoin d'engager quel poste en premier, selon vous, et pourquoi, quelles compétences? Ça serait aux ressources humaines qui serait le besoin le plus criant ou au domaine financier, tout dépendant des perspectives de croissance et qu'est-ce qui va croître le plus rapidement. Donc, si c'est une croissance au niveau manufacturier, par exemple, ça serait plus au domaine des ressources humaines. Par contre, si on fait des exportations avec des taux de change et tout autre produit financier plus complexe, un adjoint administratif ne serait peut-être pas suffisant. Donc, embaucher un cadre financier serait une bonne alternative dans ce cas-ci. Merci.